Et voilà, on va commencer cette première partie avec un moment qui va être, je pense, très sympathique. Alors sur les mots MOTS, pas MAUX, du retail, qui est donc animé par Olivier Dauvers. Pardon? Non, mais voilà. Et donc, qui est animé par Nicolas, pour faire dans le bon ordre. Merci Olivier. Je voulais te présenter comme étant un peu le poil à gratter du retail, mais c'est prouvé. Accompagné par Stéphane Charveria du BCG. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner, cette confrontation. Et je pense que ça va être très fun. Donc voilà, je vous demande de les applaudir bien fort et de leur donner plein d'énergie. Que les micros marchent. Voilà, donc pour bien débuter cet après-midi, on a voulu faire une intervention sous une forme un peu différente. Donc je vais me mettre d'ailleurs au milieu, parce qu'on est sur un match, voilà, entre deux visions, alors qui ne s'opposent pas, qui sont certainement complémentaires. À ma gauche, avec une veste discrète, Olivier Dauvers, donc fondateur des éditions Dauvers, donc qui passe plus de temps en magasin que dans sa maison. Magasin de textiles. De textiles également. Chez mon tailleur. Et qui nous fait part à chaque fois de ses remarques à la fois piquantes et justes sur les pratiques du retail. Merci Olivier. Et à ma droite, avec une veste colorée, Stéphane. Tu veux l'adresse de mon tailleur? Voilà. C'est pour mettre un peu de pression tout de suite. Bon, il est consultant voilà. de notre côté. Ça se prépare, ça se prépare. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Voilà, donc Stéphane, managing director et senior partner du BCG. Et donc voilà, on va jouer à un jeu qui va consister à un principe très simple. L'un va donner un mot et va le pitcher en 3 minutes. Et moi, je vais être intransigeant sur le temps. Et l'adversaire va lui répondre en disant s'il est d'accord, pas d'accord, s'il achète un peu, pas beaucoup, en 1 minute. De toute façon, on s'est mis d'accord, on va faire match nul. Alors juste un petit mot, comme c'est un match, en matière de poids, on ne boxe pas dans la même catégorie. Donc bravo. Bon, qu'est-ce qu'il a, mon physique avantageux? Il est jaloux, le mec. Non mais c'est fascinant. On va parler retail avant tout. Bon allez, vas-y, voilà. Lance le match. Donc Olivier, la parole est à toi. Alors mon premier mot, voilà, attention, voilà, mon premier mot c'est le mot discount. Pourquoi ce mot-là? Parce que c'est le mot fondateur. Sans discount, il n'y a pas de commerce de masse, donc vous êtes obligé de le mettre en haut de la pyramide. Je vais vous donner 2 façons de le démontrer, 2 indicateurs. D'abord, vous avez le revenu médian français, 2 000 €. Ça veut dire qu'il y a la moitié des clients qui rentrent dans vos magasins qui gagnent impôt dedans, ça veut dire c'est le prélèvement à la source vient après, qui gagne 2 000 € par mois au moins. Vous imaginez quand même le niveau d'arbitrage qu'il faut être capable de faire. Donc évidemment, ça pèse. Ensuite, vous avez un deuxième sujet qui est cet écart qui va croissant que j'ai théorisé avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Gérardon-Vera, le patron de Symphonierie il y a 15 ans. C'est la différence entre le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat. Où en gros, pendant le temps long, le pouvoir d'achat, il n'a pas baissé. Il n'a pas beaucoup monté non plus, mais il n'a pas baissé. Le problème, c'est que dans le même temps, le vouloir d'achat a explosé. Et que ce que l'on identifie comme étant un signe de déclassement ou d'appauvrissement n'est pas la réalité de notre ressource, mais juste l'incapacité que l'on a à satisfaire notre désir. Dit de manière un peu triviale pour que tout le monde comprenne, c'est Quasimodo qui veut se taper Miss Monde. Et ça, il faut lui expliquer que ce n'est pas possible. Il aura du mal, parce que ce n'est pas possible de faire joindre les deux. Et donc, du coup, on en ressent tous une frustration terrible. Et la frustration dans la consommation, ça conduit à l'arbitrage permanent. Parce que pour avoir la capacité d'acheter ça ou de consommer ça, alors on est obligé d'arbitrer à la baisse ici, parce qu'on voudrait tout, mais on ne peut pas tout. Donc on est en permanence en train de tout comparer, de tout mesurer sur une échelle qui s'appelle la valeur. Et la valeur, la composante principale, c'est le prix. Voilà. Alors il n'y a pas que le prix dans la valeur, mais la composante principale, c'est le prix. Donc, si on oublie le prix, on oublie ce qui fait le fondement du commerce de masse. Et donc, tout ça, ça s'appelle le discount. Et c'est le mot clé du retail. Sans discount, il n'y a pas de commerce de masse. Merci Olivier. Je pensais que tu l'aurais fait bon pour le temps en chantant. Là, t'es très bien. Il y avait 2 minutes et quelques, donc parfait. Déjà, on donne un petit avantage au point là-dessus, non? Normalement, quand on tient le timing. Le temps, on va voir si le match est équilibré ou pas. Stéphane, une réaction?
Olivier, c'est un peu le Fidel Castro du retail. Hein. Quoi? Donc, en tout cas, pour revenir sur le point, tout à fait d'accord sur le discount, surtout période d'inflation, encore plus de pression. Néanmoins, il n'y a pas que le prix, on peut en sortir. Et le petit rebond que j'offrirais, c'est la valeur ajoutée perçue. Donc, il est possible de faire payer plus cher, de justifier des primes de prix, mais il faut vraiment que le client perçoive la légitimité. Beaucoup d'acteurs sont très bons pour faire du discount. Et donc, pour sortir de la tyrannie et du niveau de performance qu'ils proposent aux clients, il faut véritablement justifier la prime de prix. Et on voit d'ailleurs des Lidl s'installer à côté de grands frais et des mélanges de genres qui font que, voilà, ça c'est, je vous dépose là-dessus. Stéphane, alors je te laisse appuyer quand tu veux pour dévoiler ton mot. Alors, mon premier mot n'est pas action, en fait. Non, c'était le mien, juste pour vous illustrer que ça marchait. Il déstabilise. Pas du tout. Alors ça, c'est pas le genre de la maison. Hein. Alors là, franchement, s'il y a bien un mec faire dans le retail, c'est quand même moi. Alors, mon premier mot, c'est la simplicité. Offrir une promesse simple, une offre simple, une expérience simple au client et va l'être de plus en plus un facteur de compétitivité extraordinaire dans un monde toujours plus complexe. Le client est face à des injonctions contradictoires. Dans beaucoup de cas, un certain nombre d'acteurs, on se demande s'ils ne rendent pas les choses confuses pour simplement essayer de duper un peu les clients. Donc, rester simple est fondamental. Apple, Amazon, Ikea, le nombre d'acteurs dont la simplicité est au cœur du business model, du modèle commercial, et qui ont un succès extraordinaire et nombreux. Donc, la simplicité maximum pour les clients, maintenir la complexité en interne. C'est ça la première dimension. Deuxième dimension, pour les organisations, dans un monde omnicanal, avec la data qui va irriguer au fur et à mesure tous les process des entreprises, une organisation simple est une utopie. En revanche, l'esprit de simplicité, quand on construit des organisations, des infrastructures, des systèmes, des processus de décision, est non seulement recommandable, mais indispensable pour tous les distributeurs dans les années qui viennent. Totalement d'accord, évidemment. Pour l'argumenter, je le ferai de deux manières. D'abord, il y a une vieille expression qui n'a jamais été battue en brèche, qui dit tout simplement « less is more ». Et quand on a compris que less is more, on a quand même fait un grand pas vers la simplicité, par principe. Et la deuxième raison, de manière un peu plus argumentée, c'est regarder comment sont désormais structurées nos vies, sollicitées, sursollicitées, en permanence en train de recevoir des messages, des trucs, des machins, des stimulations, des sollicitations, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, par déduction, notre capacité d'attention pour chacune d'entre elles diminue automatiquement que le nombre de sollicitations progresse. C'est très con, mais c'est ça quand même le truc. Et donc, si vous voulez que le message que vous envoyez, parmi des centaines, des milliers d'autres messages, soit entendu, lu, compris, ben, il faut qu'il soit encore plus simple qu'avant. Donc ce mot-là, ce n'est pas un mot du retail. Aujourd'hui, c'est un mot qui est puissance 2 par rapport à il y a 2 ans et qui sera encore puissance 2 dans 2 ans, etc. etc. C'est-à-dire ce mot-là, il gagne chaque jour en importance. J'ai l'impression que vous êtes d'accord là-dessus, non? Oui, totalement. Il y a vraiment un consensus sur la simplicité. J'étais totalement d'accord. De toute façon, on va se démerder, on est quand même des gens bien élevés. J'ai l'impression. Allez. C'est après qu'on va se foutre sur la gueule. On y va sur le deuxième mot d'Olivier. Sur la deuxième péniche. Le deuxième mot, c'est le mot exécution. Alors, exécution, pourquoi? Parce que dans tout ce que vous faites, il y a un nombre de cas incroyables où je ne comprends pas. Là, vous avez par exemple, alors c'est peut-être un petit peu petit pour vous, c'est une opération en cours chez Intermarché. Vous avez 100% remboursé en bon d'achat, vous avez des produits autour sur lesquels il y a la petite vignette 30 ou 34%. Je vous mets au défi de comprendre exactement ce que c'est. Alors, je vais vous le dire, mais sans être totalement certain de ce qu'il s'agissait à la fin de la fin. Tous ces produits-là, ils sont à 34% ou à 30% de remise, comme ça pour tout le monde. Mais si vous achetez 15 €, c'est marqué en tout petit, dont je ne sais pas si c'est 15 € de ces produits, d'un seul produit, ou sur la totalité du magasin, alors vous aurez 100% remboursé en bon d'achat. Donc là, le mec qui a fait ça, il est bac plus 18. Le problème,
c'est que Madame Dover, quand elle fait ses courses, elle est bac -2. Je l'aime beaucoup, je suis fou dingue d'elle, mais voilà, vous ne le répéterez pas. Mais c'est quand même ça le truc. Mais pas parce que c'est Madame Dover, mais parce que le temps qu'on accorde à tous ces messages-là, confère ce qu'on disait juste avant, est tel que je ne peux pas rentrer là-dedans. Alors, au-delà de ça, tout ça pour vous dire une phrase qui en général choque bien, je ne l'ai pas écrite parce que je ne voulais pas que tu la censures avant, une bonne idée mal exécutée est une grosse merde. Voilà. Donc ce que je vous ai montré précédemment, c'est une bonne idée, mais comme elle est mal exécutée, c'est une grosse merde. Parce qu'il y a une bonne idée derrière, c'est de dire, si j'engage le client pour plus d'euros dans le panier, alors c'est très bien. Ouais, mais si je ne comprends pas, c'est une grosse merde. Et en fait, le penser client, c'est ce qui doit vous animer. Je fais de la pub pour ce que je fais, mais j'en suis tellement imbibé que ça ne me pose pas de problème. Préfacé par Rami, bien évidemment, mais ça, vous l'aurez compris. C'est de regarder les choses toutes bêtes, et je vais vous proposer de le faire en 6 questions. Soyez client. Quel est le prix du produit qui est entouré en bleu? Ben, vous ne pouvez pas le savoir parce qu'il y a tous les prix qui sont affichés en haut comme ça. Le mec, il ne s'est pas fait chier, il a sorti les étiquettes, il les a collées et après, c'est démerde-toi. Deuxième question, vous achetez quoi pour faire du jus d'orange? Est-ce que vous achetez les Valencia d'Afrique du Sud, catégorie 1, calibre 2, qui sont à gauche, à 2 € le kilo, ou celles qui sont à droite? Les Navel, toujours d'Afrique du Sud, toujours catégorie 1 et toujours à 2 € le kilo. Je vous rappelle que votre question, c'est du jus d'orange demain matin. Putain, mon Dieu, je comprends rien à votre truc. Alors, c'est la loi de marquer la variété, mais rien ne vous interdit de mettre l'usage. Parce que moi, consommateur, c'est comme ça que je rentre dans votre proposition. Troisième question, quel est le prix promo de ces liégeois? Est-ce que c'est le prix qui est écrit en plus gros, 1,96, en rouge, mais qui est plus cher, ou est-ce que c'est celui qui est écrit en plus petit et qui est moins cher? Quatrième question, avez-vous envie de vous engager dans ce rayon-là? Probablement pas. Tu vois, ça détend un peu. Hein. Avant-dernière question, quelle touche pour peser vos bananes? C'est une vraie photo, hein, je ne l'ai pas inventée du tout, mais c'est parce qu'un mec qui s'est dit, mais j'ai mis le code sur l'ardoise, donc c'est pas très très compliqué, oui bien sûr, mais le jour où je fais de la ratatouille, moi je ne suis pas du BCG, donc je ne suis pas assez intelligent. Attaque gratuite, je le concède. Bon, bah, du coup il va falloir que je mémorise tous les codes. Et puis enfin, dernière question, est-ce que vous pensez que le tapis qu'elle regarde, qui est cerclé, inviolable, ira chez elle? Je ne sais pas comment vous faites vous pour les tapis, mais chez moi ils sont comme ça là, au sol. D'ailleurs chez Saint-Maclou, quand ils les vendent, ils sont soit en l'air, soit à plat. Et lui, il pense me vendre un tapis en le mettant cerclé sans que je puisse voir ce qu'il y a. Ben, vous avez sous les yeux la définition du pensée client. C'est ni plus ni moins que l'exécution du prix, rendre l'offre lisible et compréhensible, l'exécution du prix, rendre le prix lisible et compréhensible, et tout ce que vous donnez à vivre, ça s'appelle l'expérience d'achat. Et vous avez beau imaginer les meilleures stratégies du monde, si vous ne me mettez pas que l'orange elle est à jus, si vous ne me mettez pas que c'est la banane, il faut appuyer là, etc., alors votre métier il est totalement insipide et inodore pour le client, parce que c'est une source d'emmerde infinie et ça ne marchera pas. Voilà pourquoi c'est mon mot, l'exécution. Merci, tout à fait d'accord avec... C'est 3 minutes 20, hein, sans vouloir... Ouais, j'avais fait... J'ai pas coupé parce que tu étais dedans, mais j'avais fait 2,20 tout à long. l'heure, donc attends, le mec il sait même pas compter. C'était un peu long. Tu fais quoi chez Critizer, toi? Non mais attends, il cherche la merde. La réponse de Stéphane. Donc tout à fait d'accord, l'exécution, c'est toute la beauté de la valeur ajoutée des personnels en magasin. Ça me rappelle ce que m'avait appris quand j'ai appris le retail auprès de mes clients, évidemment. Un de mes clients qui me disait, tu comprends, le PGC, c'était dans l'alimentaire, c'est comme un film. Donc il faut que le client traverse le magasin et que ça soit comme dans un film, avec toute la perfection et la qualité de ce qu'on observe et le côté léché d'un film. Et il me disait, il y a encore plus difficile, c'est les produits frais, les fruits et légumes, parce que ça, c'est comme une pièce de théâtre. C'est tous les jours, à tout moment, vous êtes face au client et votre rayon, c'est comme une pièce de théâtre, c'est du spectacle vivant. Et la difficulté d'exécuter parfaitement au quotidien un rayon fruits et légumes est encore plus, je dirais, exigeant pour les équipes que le PGC. Donc tout à fait d'accord, l'exécution c'est absolument critique. Et souvent, le parent pauvre des sièges quand ils sont trop éloignés du terrain, mais on n'en parlera pas plus. Très bien. Une belle analogie entre le film, le PGC et les fruits et légumes, la pièce de théâtre. Stéphane, donc, il faut refaire le décor tous les matins. Il n'y a pas de réponse à la réponse, sinon... Il y en a qui bossent chez Critizer aussi, ça doit être terrible hein, dans la vie. Hein. 4e mot pour Stéphane. Alors 4e mot, c'est un mot avec plusieurs significations, c'est le mot connexion. Connexion comme connexion sur Internet. Le client aujourd'hui
à travers son téléphone portable, il est toujours connecté. Ça veut dire il est toujours en éveil, il est toujours, on peut lui parler à tout moment. Énorme champ d'opportunités, évidemment, pour les marques et les distributeurs, mais aussi un champ de risque si on n'est pas parmi les premiers ou les meilleurs à saisir cette opportunité. Deuxième sens, c'est connexion comme connexion dans un réseau social. C'est la formalisation d'un lien, là encore facilité et accéléré par le digital. Mais ce lien, ça permet la reconnaissance, la connaissance, la communication dans les deux sens. Ça ouvre la co-construction, ça ouvre la personnalisation, tout le champ de révolution du marketing sur lequel la plupart d'entre vous sont probablement en train de travailler. Et là encore, extraordinaire champ d'opportunités et de risques pour ceux qui ne seraient pas en capacité de capitaliser sur ces innovations. Et le troisième niveau de connexion, c'est la connexion entre individus, la connexion émotionnelle, pour rappeler que dans beaucoup de modèles de retail, il y a un échange entre êtres humains, il y a la capacité pour du retail de régularité de vraiment construire des relations et l'opportunité d'avoir un petit plus à travers la connexion émotionnelle avec un très bon vendeur, avec une très bonne hôtesse de caisse, c'est là encore un petit plus dans un monde qui doit saisir tous les petits plus possibles pour se différencier et gagner face aux concurrents. Moi, je prends le dernier volet en étant très extrémiste. Il va falloir assumer d'enlever l'homme là où il n'apporte strictement rien dans le retail parce que putain qu'il y a des endroits où il n'apporte rien. Et que, je vais être cynique, peut-être dur, mais je m'en fous, quand vous passez en caisse, il y a dans un certain nombre de cas, je ne dis pas toujours, mais il y a dans un certain nombre de cas, il vaudrait mieux qu'il y ait une machine. Il vaudrait mieux qu'il y ait une machine. Parce que l'apport de l'humain est neutre, auquel cas ça n'a comme vertu que de le ou la faire travailler, c'est déjà pas mal, mais c'est neutre, voire même c'est négatif. Parce que vous n'avez rien vécu, on vous a pressé, vous avez senti un désintérêt, parce qu'être neutre, c'est exprimer un désintérêt, et donc dans ces cas-là, il vaudrait mieux pas d'homme, il vaudrait mieux une machine. Donc oui à la connexion, mais il faut juste être lucide. Il y a des endroits où la connexion ne sert à rien, parce que justement, c'est très mal connecté. Et ça, il va falloir l'assumer, et ceux qui l'assument avant les autres, en plus, ils feront des économies là-dessus. Et ils les réinjecteront dans le prix, ils confèrent le mot discount, et probablement seront-ils plus compétitifs. Je sais, ça fait moins marrer, ça, mais c'est comme ça. Ouais, c'est un peu. Non, mais il y a le magasin. Relance, je crois. Si, à toi, t'as droit. Pardon, ok, d'accord, ok. Non, il y a le magasin Amazon Go à Londres, Amazon Fresh. Ils ont enlevé toutes les caisses, mais toutes les personnes qui étaient avant en caisse sont en rayon, ce qui n'existe pas dans un magasin traditionnel, pour accompagner les clients, parler avec eux et garder une connexion émotionnelle, là où ils ont de la valeur. Mais quand vous allez au Grand Marché Marnière, le dernier truc de Zoari, où vous arrivez, vous avez ce qu'ils appellent un chanteur, un mec qui vous oblige quasiment à prendre des cerises tellement il vous les vend avec amour, ben là, l'humain, il est essentiel. Ouais. Parce que quand vous rentrez, il y a un client sur deux qui repart avec des cerises. Putain, ben là, c'est essentiel, l'humain. Mais en caisse, elles font toute la gueule. En plus, chez Marnière, pareil. Là, ça sert à rien. Non, là, il se trouve qu'il n'y avait que des femmes. C'est comme ça. Et le chanteur était un homme. Mais ce n'est pas un sujet de genre, c'est un sujet d'expérience ce jour-là, malheureusement. Troisième round. Troisième mot et cinquième mot pour notre... Voilà, c'est le mot préférence. Alors, pourquoi c'est un mot-clé du retail, à mon avis? Parce que le retail, il est sous l'emprise de trois phénomènes qui sont très négatifs. Le premier, la consommation ne progresse plus. C'est-à-dire, en gros, depuis 3-4 décennies, il y avait chaque année du vent dans les voiles, entre 2 et 3% de croissance. Désormais, depuis une douzaine d'années, c'est flat. On est sur ce qu'on appelle en statistique un 0+. La conso, dans son ensemble, progresse de 0,5% par an en moyenne. Le deuxième phénomène, c'est que vous avez une partie qui bascule du offline vers le online. Donc non seulement le gâteau ne grossit plus beaucoup, mais une part de ce gâteau est en train de partir, et ça ne se compte pas en euros, ça se compte en milliards d'euros, en dizaines de milliards, et bientôt en centaines de milliards d'euros. Et le troisième insight qui est négatif lui aussi, c'est qu'on continue à accroître les capacités commerciales. Dans ce monde physique dans lequel le gâteau ne grossit plus, on continue à accroître les capacités, qu'on le mesure en surface, c'est-à-dire en mètres carrés, ou qu'on le mesure en horaire travaillé, puisque c'est la même chose. Quand Carrefour, dans cet exemple, ouvre un hyper le dimanche matin, il ne fait pas grossir le gâteau, il fait juste qu'alourdir les charges. Donc vous imaginez que quand vous mettez ces trois premiers insights, le gâteau ne grossit pas, il y a un acteur autour de la table qui en prend une part de plus en plus grosse, et en plus les capacités
c'est-à-dire le nombre de ceux qui sont autour de la table progresse, vous avez une baisse des rendements structurels qui est celle du commerce aujourd'hui. Donc en gros, les temps sont durs et ça va durer, parce que ce que je vous raconte là, ce n'est pas depuis 6 mois et ce n'est pas pour 6 mois, c'est en gros à horizon prévisible. Et donc, la question, c'est que faire par rapport à ça? Il faut juste que le client ait envie d'aller chez vous avant les autres. Et ça s'appelle la préférence. Pourquoi, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez rentrer chez vous plutôt qu'ailleurs? Alors, il y en a certains qui vont me dire, parce que je n'ai pas le choix. Bon, ok, mais ça, il faudrait qu'il soit lucide, ça ne durera pas jusqu'à la fin de ses jours. Mais si vous rentrez chez vous, c'est parce que vous préférez aller retrouver le bipède que vous connaissez par cœur qui va vous accueillir à la maison. Le ou la bipède, bien évidemment. Bon, c'est ça la préférence. Pourquoi vous vous dirigez vers lui ou vers elle, vers ce magasin ou vers celui-là? Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et donc, en gros, je vais vous proposer ma vision de la préférence. Vous avez, selon moi, 4 critères qui font de la préférence, 4 leviers qu'il faut absolument activer. Le premier levier, c'est l'offre. Alors, c'est écrit en tout petit. C'est pas moi qui fais les slides. Tu pourras leur dire qu'il faudrait le mettre un peu plus gros quand même. C'est pas le BCG voilà. non plus. C'est pas le BCG non plus, sinon il serait plus joli, je te l'accorde. Le premier sujet, c'est l'offre. C'est l'offre. Pourquoi vient-on dans un magasin? Parce qu'on pense à l'avance que c'est chez lui qu'on va trouver ça. Donc le premier sujet de différenciation, c'est l'offre. Les retailers qui sont ici, arrêtez d'être des cueilleurs qui regardent les catalogues, soyez des chasseurs pour aller trouver des produits que vous soyez les seuls à avoir. C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le lien entre l'enseigne et le client. Qu'est-ce qui fait que, spontanément, je pense à lui ou à elle d'abord, cette enseigne-là? Et ça, c'est le rôle du marketing d'enseigne, du marketing affinitaire, de la proximité, pas géographique, affinitaire. Pourquoi, quand samedi, on va aller avec Madame Dover acheter un nouveau canapé, pourquoi on dit, tiens, on va aller chez Ikea? Et oui, pourquoi on dit chez Ikea et pas chez But, d'ailleurs? Parce qu'il y a une forme de préférence par le lien qui unit l'enseigne. Ensuite, vous avez l'image prix. C'est la capacité présupposée que l'on donne à l'enseigne d'optimiser la valeur de mes euros. Je vais là parce que je pense que c'est là qu'à l'avant, je n'ai pas dit le moins cher, hein. Il se trouve que ça peut être le moins cher, mais ce n'est pas le seul critère. Là où mes euros vont avoir le plus de valeur, c'est où? Ça crée un sentiment de préférence. Je vais aller chez celui dont je pense qu'il procure moins de valeur qu'une fois que celui dont je pense qu'il est en haut va me dire non, en fait, il n'y a pas. Voilà. Donc ça sera par soustraction si je vais chez le deuxième. Et puis enfin, la qualité de l'expérience d'achat, c'est ce que je donne à vivre, c'est le penser client. Est-ce que quand je vais là, c'est 0 tracas ou 100% emmerdement? C'est aussi bête que ça. Et vous pouvez tous vous ranker là-dessus. Où êtes-vous sur l'offre? Où êtes-vous sur le lien enseigne client? Où êtes-vous sur l'image prix? Où êtes-vous sur ce que vous donnez à vivre? Et celui qui a 10 sur 10 sur les 4 critères, il est tout simplement imbattable parce qu'il est préféré. Merci. Stéphane. Alors, tout à fait d'accord avec la préférence. En revanche, face aux 3 insights qui ont été annoncés au départ, pour moi, il y a un autre impératif qui a été beaucoup plus intégré dans d'autres pays, que ce soit par Mercadona en Espagne, par Esselunga en Italie, par les Américains. C'est que dans un monde où les ventes au mètre carré vont baisser, une stratégie, c'est de se battre bec et ongle pour essayer d'en récupérer la majeure partie. C'est ce que dit Olivier. Mais surtout, il faut réduire massivement les coûts. Il faut rentrer dans des modèles beaucoup plus cost efficient. Les hypermarchés américains ont des CA au mètre carré bien inférieurs aux hypermarchés français. Et Walmart gagne beaucoup plus d'argent que les retailers français. Et donc, il y a une réflexion dans la durée à avoir de chercher à réduire systématiquement les coûts et faire des gains de productivité massifs, parce que le gâteau n'augmentera pas, la part du gâteau qui va aller dans les magasins va se réduire, les coûts de location de terrain, de bâtiments ne vont pas baisser, voire vont s'accroître avec l'augmentation des surfaces. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le reste de la valeur ajoutée se réadapte de manière extrêmement importante. Et Mercadona, typiquement, est un acteur qui a bien compris ça depuis longtemps, qui fait 2% de productivité par an en euros par kilo vendu, parce qu'ils ont compris qu'ils vendaient des kilos et pas des euros. Et donc, ils ont changé complètement leur mode de fonctionnement et d'appréhension de la valeur ajoutée des magasins, ce qui a aussi des implications sur la simplification de l'offre. Comme quoi, tous les mots que nous sommes en train de citer se nourrissent les uns les autres. Donc la préférence, oui, mais pas à n'importe quel coût. La préférence, oui, et les coûts en plus. Et quand tu vas zapper, j'avais oublié de vous dire que c'était mon prochain devoir de vacances. Vas-y, zappe. J'essaie. Essaye, mais comment tu le fais? Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais écrire. Pendant l'été, devenez le commerçant préféré de vos clients. Comme ça, si c'est un que ça intéresse, en septembre, dans toutes les bonnes librairies.
Normalement, enfin, bon, si jamais je me fais chier en vacances, vous le saurez. 6e mot. Donc 6e mot, c'est le mot émotion. Parce que en fait, on parle beaucoup de transactions dans le retail, en particulier dans le monde du digital. On a l'acteur le plus connu, Amazon, qui est dans une perspective assez transactionnelle avec beaucoup de succès. Je pense qu'il faut garder en tête, le retail, c'est avant tout de l'émotion. L'émotion, elle est au cœur de toutes les décisions d'achat, de toutes les détractions, de toutes les préférences. Et donc, cette dimension émotionnelle dans tout ce qu'on délivre aux clients est absolument critique à garder en perspective à tout moment. Et je dirais même cette dimension émotionnelle du retail, que ça soit des émotions comme la confiance, comme la sécurité, comme l'excitation, le plaisir quand on pense avoir fait une bonne affaire, avoir trouvé un produit rare. Toutes ces émotions, c'est la richesse de ce métier et c'est ce qui en fait, je pense, son côté formidable et passionnant et qui explique pourquoi la plupart d'entre vous est dans cette salle. Bon, à 200% d'accord, parce que sinon c'est nier le fait que nous sommes des bipèdes cérébrés avec une faculté à avoir de l'émotion, du plaisir, de la sensibilité, de la sensation, et que évidemment ceux qui l'oublient, ils peuvent l'oublier, mais il n'y en aura qu'un qui peut survivre là-dessus, c'est le meilleur et le plus efficient. Parce que ça se mesure de manière très claire, il n'y en aura qu'un. Quel est le moins cher, voilà. Alors que sur l'autre sujet, c'est qui me fait le plus waouh. Ben là, ils peuvent être nombreux parce qu'ils vont me faire waouh de manière différente les uns des autres. Voilà. Alors qui est le plus efficace, il n'y en a qu'un. Donc ça, accessoirement, c'est une stratégie sur laquelle il y aura plus de gagnants, alors que dans l'autre, il y aura beaucoup de perdants. Le gagnant sera-t-il le moins bon ou le meilleur? Pardon? Le gagnant oui, c'est le bac philo. Voilà. Donc vous avez 4 heures. Le meilleur sera-t-il le moins bon ou le perdant? Je ne sais plus qu'est-ce que tu as dit, là, vas-y. Le gagnant sera-t-il le meilleur, le moins mauvais? Voilà. Bon, mais je vous laisse faire parce que moi, le jour du bac de philo, j'ai eu 3 sur 20 et c'est vrai. Donc, sujet suivant. Super, donc on a vu les 6 mots. Simplicité, alors discount, simplicité, exécution, connexion, préférence, émotion. Ma seule déception, c'est qu'en tant qu'arbitre, j'ai pas eu beaucoup de points à départager. Tous les mots étaient valides. Merci beaucoup, messieurs. Fais ton Jacques Martin, on a gagné tous les deux, et puis voilà. Venez voilà, ici, il faut avoir venez ici, j'ai levé vos bras. Voilà, voilà, c'est gagné. Merci, messieurs. Bravo. Il n'y a pas la plaque avec 10.